ici dans ce département et à la SNCF d'avoir une des spécialistes françaises de Prosper Mérimée qui travaille depuis longtemps sur cet auteur et qui a notamment publié sa thèse sur Prosper Mérimée chez Champion, aux éditeurs Champion, et qui prépare souvent des articles à ce sujet, notamment une collaboratrice de la revue HP, revue d'études stendhaliennes, où elle publie souvent des articles sur Prosper Mérimée et aussi sur l'époque romantique, sur les auteurs, les écrivains de l'époque romantique. Donc érudite, grand connaisseur de Prosper Mérimée, donc c'est la personne indiquée pour nous parler aujourd'hui des dernières avancées de la recherche, de ses recherches et aussi très modestement de recherches auxquelles j'ai un petit peu participé. Et en tout cas, on est très très heureux de l'écouter ici et je lui laisse la parole. Merci Monsieur le Président, merci Prosper Mérimée, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, vous êtes du même âge que Prosper Mérimée lorsqu'il est venu ici pour sa première tournée d'inspection des monuments historiques, même poids, même taille, je le rappelle. Supposez-le. Vous pouvez faire confiance. Et alors bien sûr, je remercie Monsieur Julien Selva, qui est le propriétaire de la Maison du Comte, qui nous accueille chez lui. Vraiment un grand merci. On remercie bien sûr aussi la ville d'Ille qui nous a permis d'organiser cet événement. Monsieur Alain Sanchez des Hospices d'Ille. Et bref, et vous tous d'ailleurs qui êtes présents et qui nous avez suivis malgré la chaleur. Alors cette maison où nous sommes actuellement, eh bien, qui est la propriété de Julien Selva, d'après les recherches de Sylvain Chevauché, qui est chartiste, archiviste paléographe, eh bien cette maison, puisqu'il a vérifié les cadastres aux archives, elle a très vraisemblablement, ça ne peut être que cette maison qui a inspiré la maison du personnage de Monsieur de Peyrehorade dans la Vénus d'Ille. Alors je n'ai pas le temps de faire la biographie de Prosper Mérimée, néanmoins, je peux quand même rappeler ces dates, 1803-1870, donc conformément à ce que nous avons dit pendant la déambulation, nous sommes tout à fait dans la période romantique. Et pour ce qui nous concerne ici, eh bien, à Lille, Prosper Mérimée a été nommé le 27 mai 1834. Qu'est-ce que je fais? On les met. Tiens-le, mais à distance, ne la cache pas. Non, mais je t'en prie, tout va bien. C'est un plaisir que d'être à côté de toi. Alors, comment dire, donc voilà, Prosper Mérimée a été nommé inspecteur général des monuments historiques en 1834, le 27 mai précisément, et il inaugure sa première tournée en venant ici, dans les Pyrénées-Orientales. Ça n'est pas la seule région qu'il traverse, bien sûr, mais puisque nous sommes à Ille, autant parler de sa visite dans les Pyrénées-Orientales et en particulier à Ille. Donc il s'est rendu ici avec Jobert de Passat. Où est-il, Jobert de Passat? Je l'ai croisé tout à l'heure. C'est moi aussi. J'ai à la fois Mérimée. Donc il s'est rendu ici en compagnie de Jobert de Passat, François Jobert de Passat, qui est un hydrologue de réputation internationale, il faut le dire, un spécialiste des irrigations, un archéologue et qui est élu au Conseil général des Pyrénées-Orientales. Et donc c'est en concertation avec Prosper Mérimée que Jobert de Passat, dont on a entendu des extraits de lettres tout à l'heure au ministère de l'Intérieur, s'occupe de la conservation de la croix d'Ille, qui est un monument du XVe siècle et qui sera à l'époque bientôt classée puisqu'elle figure sur la fameuse liste de 1840. Mérimée, par ailleurs, outre la croix d'Ille, a écrit, pour ce qui concerne cette commune, une œuvre de fiction, le théâtre, qui est donc, où Ille est le théâtre des opérations, excusez-moi, Ille est le théâtre des opérations de la nouvelle, la Vénus d'Ille, bon, qui paraît donc 3 ans après, en 1837, après la tournée d'inspection des monuments historiques. Alors bien sûr, Mérimée n'a pas écrit qu'une œuvre, et il eût été possible d'évoquer bien d'autres œuvres, comme le théâtre de Clara Gazul qui paraît en 1825,
Oulokis en 1869. Je passe sur toutes les études d'histoire et aussi sur ses écrits sur l'art, comme les études sur les arts au Moyen-Âge qui paraissent la même année que la Vénus d'Ille, en 1837. Bref, Mérimée est un écrivain, on l'aura compris, mais aussi un érudit. Et ça, c'est extrêmement important, c'est un écrivain érudit. Par conséquent, à l'arrière-plan de cette œuvre de fiction, qui est une œuvre d'imagination, il y a tout un savoir, alors qu'en général, le grand public connaît pas ou peu, tout simplement parce qu'il y a des terminologies à chaque fois spécifiques, notamment pour l'architecture. Donc néanmoins, cette érudition se trouve toujours à l'arrière-plan de la fiction. Mérimée ne se dissocie pas, il n'est pas schizophrène, il ne se dit pas « je vais oublier tout ce que je sais sous prétexte que j'écris un roman ou une nouvelle ou un conte ». Non, il réunit toutes ses connaissances, enfin c'est un procédé tout à fait naturel. Et alors, comme le disait tout à l'heure Sylvain Chevauché, alias Mérimée, alias Jobert de Passat, nous avons fait de nouvelles recherches, ici dans les archives du département des PO notamment, mais aussi aux archives municipales. Et nous avons cru pertinent, bien sûr, de dire ces petites choses qui nous amusent, à nous, hein, bien sûr, mais d'en parler à Ille. D'autant qu'à alors il y a quelque chose aussi d'important dans la carrière littéraire de Mérimée, c'est qu'à 2 reprises seulement, il va écrire une nouvelle à la suite d'une tournée d'inspection. Ce sera le cas donc pour les Pyrénées-Orientales, en 1837 avec la Vénus d'Ille, et puis ce sera le cas en 1840 avec Colomba, qui suit la tournée d'inspection en Bretagne en 1835. Alors, il faut le dire, j'y insiste, la Vénus d'Ille n'est absolument pas un reportage sur les Pyrénées-Orientales, ni sur Ille, ça n'est pas non plus un documentaire, c'est de la littérature, donc qui s'inspire bien sûr de la région, des personnages qu'il a rencontrés, mais il ne faut pas oublier qu'entre 1834 et 1837, Mérimée fait d'autres tournées, c'est-à-dire en 1835, et là il va aussi rencontrer des archéologues. Il va aussi à Trèves en 1836. Bon, il faut savoir que Mérimée a passé sa vie sur les routes de France à aller observer, relever les monuments en vue de leur classement ultérieurement. Donc voilà, je voulais insister sur cet aspect-là. Ça n'est pas un documentaire, et de même que, par exemple, si on prend Le Rouge et le Noir de Stendhal, qui se passe dans la région de Besançon, aura-t-on l'idée de reprocher à Stendhal de ne pas avoir décrit minutieusement la région de Besançon, ou Flaubert avec Madame Bovary pour la Normandie. Alors je ne sais pas s'il est opportun que je rappelle l'intrigue de la Vénus d'Ille, un archéologue parisien qui se rend dans le Roussillon. Donc ça, jusqu'à présent, c'est vrai que ça ressemble à la vie de Mérimée. Il est recommandé par son ami Monsieur de P, on ne connaît que l'initiale, de Perpignan, pour rencontrer Monsieur de Peyrehorade. C'est lui aussi. Il rêve. Qui est un érudit, ça c'est vrai, hein, archéologue du Roussillon, c'est vrai aussi, qui habite à Ille, pas encore, mais enfin ça ne saurait tarder. Et le Parisien descend de Serrabonne, il apprend que Monsieur de Peyrehorade a trouvé dans son jardin, alors le jardin il est pas loin d'ici, forcément, dans son jardin une statue en bronze qui donne lieu à la lecture d'inscriptions qui se trouvent donc sur le bronze de la Vénus. On a aussi le mariage de du fils de Monsieur de Peyrehorade, Alphonse, la partie de paume, hein, tout à l'heure on est passé place du jeu de paume. Et puis il y a aussi cette intervention de l'anneau de mariage que Alphonse de Peyrehorade passe au doigt de la statue parce que s'engage juste avant le départ pour les noces une partie de paume et il veut y participer, mais l'anneau de mariage qu'il doit offrir à sa fiancée, Mademoiselle de Puygarrigue, eh bien le gêne pour jouer. Le problème, c'est que quand il veut récupérer sa bague, eh bien, la Vénus a replié son doigt et Alphonse ne peut pas récupérer sa bague.
si, ça arrive. Et pendant la nuit, alors pendant la nuit de noces, il est visité par un, il est visité par un géant verdâtre, ce qui correspond tout à fait à la description qui avait été faite de la Vénus d'Ille dans la nouvelle, qui l'étouffe, selon le témoignage de la nouvelle mariée qui, tout en étant jeune mariée, vient de devenir veuve. Et après la mort du fils Peyrehorade, on l'a vu tout à l'heure, la statue de bronze est fondue en cloche pour l'église d'Ille où nous étions tout à l'heure, l'église Saint-Étienne, et il y a d'ailleurs dans la nouvelle le prénom Étienne qui est attribué à un des apprentis qui passe devant la statue et qui veut mutiler la statue. Et puis par ailleurs, les vignes ont gelé deux fois, on peut en déduire, si on a l'esprit mal tourné, que la Vénus semble porter malheur. Alors, en fait, dans cette, dans cette nouvelle, il ne faut pas l'oublier, je le rappelle encore, Mérimée est un grand érudit. Il est, alors ça ne prouve rien bien sûr, mais enfin il est membre, il va devenir, il n'est pas encore, mais de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour ses travaux d'érudition sur l'histoire romaine notamment. Il est de l'Académie française, enfin bon, il multiplie les titres. Non pas qu'il ait voulu, parader avec tous ses titres, c'était uniquement pour lui, parce que c'est quelqu'un de profondément modeste, c'était une façon pour lui d'avoir suffisamment de pouvoir pour œuvrer pour les monuments historiques, c'est-à-dire pour le patrimoine, c'est-à-dire pour l'identité française et notamment catalane. Parce que malheureusement, dans toutes les régions, on avait tendance, à détruire tout, puisque les notables, ceux qui avaient l'argent, sauf exception, eh bien, pour eux, tout ça, c'était des tas de pierres qui ne servaient à rien. À la place d'une cathédrale, une belle usine, c'était quand même autre chose. Donc, le titre initial de la Vénus d'Ille, qui est donc sur le manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale, mentionne des inscriptions curieuses. Donc, ça n'est pas resté le titre de la nouvelle, c'est simplement la Vénus d'Ille, mais le titre initial comporte les termes d'inscription curieuse, et en effet, c'est le centre, c'est le socle de cette nouvelle. Autrement dit, c'est une nouvelle écrite par un épigraphiste, et incontestablement, Mérimée est un épigraphiste. Et c'est aussi donc une parodie d'inspection, comme on peut le supposer avec cette lettre à Éloi Joanneau en 1847. Éloi Joanneau, c'est un de ses amis, c'est un érudit, et il demande à Mérimée, mais comment vous est venue l'idée de cette nouvelle? Mérimée lui répond, donc on a la correspondance en 17 volumes, les lettres existent. L'idée de ce conte m'est venue en lisant une légende du Moyen-Âge. J'ai pris aussi quelques traits à Lucien, qui dans son Philopsèdes parle d'une statue qui rossait les gens. C'est tout à fait le cas dans la Vénus d'Ille. J'ai entrelardé mon plagiat, ça c'est le côté facétieux de Mérimée, vous voyez, sa nouvelle, c'est un plagiat, puisqu'il s'est inspiré, comme tous les écrivains à vrai dire, on n'invente jamais rien en réalité, il s'est inspiré de légendes, donc il appelle ça un plagiat. J'ai entrelardé mon plagiat de petites allusions à des amis à moi, et de plaisanteries intelligibles dans une coterie où je vivais lorsque cette nouvelle a été écrite. Donc, si on prête attention aux termes de cette lettre et aux intentions de Mérimée, il s'agit bien, non seulement d'étudier les sources légendaires notamment, et les allusions à une coterie, c'est-à-dire les archéologues, à partir de 1834 pour Mérimée, la coterie qu'il fréquente, ce sont les archéologues, et bien sûr les plaisanteries. Il y a ce côté facétieux qu'on ne doit pas oublier, qui est pourtant intrinsèquement mériméen et qui ne doit pas être oublié malgré l'aspect qu'on peut considérer comme noir de cette Vénus d'Ille. On peut même dire qu'il s'agit d'un cryptogramme, parce que dans la Vénus d'Ille, en réalité, sauf si l'on a la même érudition que Mérimée, et ça c'est extrêmement difficile, il faut bien le dire, il faut une armée de savants pour comprendre, pour embrasser tout son œuvre, et ça on le sait trop peu, parce que justement c'est un peu le revers de la médaille, c'est très bien qu'on lise la Vénus d'Ille en 4e, mais c'est comme pour tous les textes, il y a plusieurs niveaux de lecture, et en 4e par exemple, ça n'est qu'une introduction, on n'a que... Même pour les contes d'Andersen, par exemple, on n'a qu'une vision superficielle, mais c'est une bonne entrée en matière. Alors, il y a donc bien sûr, la Vénus d'Ille, c'est une création de toute pièce de Mérimée,
il n'a jamais trouvé de Vénus à Ille et même dans le Roussillon. Cette Vénus, elle provient d'une légende médiévale qui est quasiment internationale, qu'on trouve notamment chez Gauthier de Poincy ou chez Malmesbury, avec ce thème de la statue à laquelle on passe un anneau au doigt. Et là, il y a de multiples versions, notamment au Moyen-Âge, et même dans l'Antiquité, et même en Orient. Ça illustre le thème du serment aussi, enfin, de la trahison, d'autant que, si l'on se souvient de la bague que Alphonse de Péréora doit donner à son épouse, eh bien cette bague porte gravée à l'intérieur Semper Apti, c'est-à-dire toujours avec toi, toujours à toi. Et il est donc tout à fait normal, puisque Alphonse a passé sa bague au doigt de Vénus, qui en plus de ça est la déesse de l'amour, la déesse de la beauté. Eh bien, il est tout à fait normal que cette épouse se sente bafouée et qu'à la fin, elle réclame son mari ou son disciple, quand Vénus, dans les légendes médiévales, est remplacée par la Vierge, puisque c'est une légende païenne, mais qui est encore récupérée ensuite, et où Vénus est remplacée par la Vierge. Il peut arriver aussi que ce soit d'autres divinités ou d'autres personnages, mais en général, c'est Vénus ou la Vierge. D'ailleurs, je vois qu'il y a ici M. Christian Doumergue, qui est l'auteur du Réveil de Pirène, et qui, lui, a une connaissance extrêmement fine de Prosper Mérimée, et de la Vénus d'Ille en particulier, puisque vous avez étudié comment dire, le mythe de Pirène, en fait. Hein, c'est la Vénus pyrénéenne, dont parle Mérimée. Alors on peut dire que dont parle Mérimée, puisque les inscriptions par ailleurs qui se trouvent sur le bronze de la statue, je vais la reprendre en français, bien sûr je ne vais pas la lire en latin. A Vénus Turbule Nera, Eutychès Miron a fait cette statue par son ordre. Donc le fameux tour que M. de Péréora nous dit qu'il faut lire tour et qu'il demande que l'on interprète en Tyr, T-Y-R, c'est-à-dire la ville syrienne, ou enfin phénicienne plutôt, c'est la traduction du rocher, de la montagne. Donc cette Vénus, cette statue, c'est la Vénus de la montagne. C'est une divinité, puisque Boulle, monsieur de Peyrehorade, propose de le traduire par Baal, qui veut dire Dieu en phénicien. Et pour ce qui concerne Néra, il nous dit que c'est en raison sans doute des eaux qui dévalent du Canigou. Et alors en fait, bon, là c'est peut-être, je rentre un peu trop dans le détail peut-être, mais en fait jusqu'à présent la critique avait dit mais non, Néra ça ne peut pas être un mot grec, parce que ça n'existe pas dans les dictionnaires, en tout cas ça n'existe pas en tant que synonyme d'eau. Mais il se trouve que Mérimée est un grand ami de Jean-Jacques Ampère, c'est pareil, un immense érudit qui est assez peu connu du grand public, et que Jean-Jacques Ampère écrit, il avait fait des recherches, c'était un grand philologue, etc., et que en fait Néra, c'est bien ce Néra, enfin si en fait c'est une racine indo-européenne qui veut dire eau, l'eau, à quoi? Donc, visiblement, il y a une allusion aux eaux qui dévalent le Canigou, et c'est exactement ce qui est dit dans la Vénus d'Ille. Donc, par ailleurs, pour Peyrehorade, ce fameux Turbule Nera de l'inscription à Vénus Turbule Nera, Eutychès Miron a fait cette statue par son ordre, c'est par inversion. Boule ternaire, qui se trouve à proximité, Bulla Ternera, et M. de Peyrehorade précise bien qu'il s'agit comment dire, de la traduction, mais par inversion. Et là, on parlait tout à l'heure des plaisanteries et des allusions à une coterie. C'est une allusion à Pierre Puigary, qui a écrit un ouvrage sur les étymologies phéniciennes des toponymes roussillonnais. Donc évidemment, c'est un savant, incontestablement. Il est professeur au collège de Perpignan, professeur d'humanité, etc. Sauf qu'il a un petit défaut, si je puis me permettre, c'est que toutes les villes du Roussillon, en fait, sont phéniciennes, tout simplement. Tous les toponymes, il les explique par une étymologie phénicienne, étant donné que les Sordes seraient venus en Roussillon, etc., durant la plus haute antiquité. D'autre part, ce Puigary, il est l'ennemi de Jobert de Passat, il est le rival de Jobert de Passat, et donc il fait exprès
de se mettre contre Prosper Mérimée. En fait, il règle ses comptes avec Jobert de Passa par l'intermédiaire de Mérimée, qui a l'avantage d'être un gabache. Alors, c'est pas trop grave si on le... Hein. Alors, quant à Miro, le fameux Miron de l'inscription, Eutyches Miron a fait cette statue par son ordre, eh bien, monsieur de Peyrehorade, donc l'archéologue catalan, qui n'est pas forcément monsieur Jobert de Passa, il faut le rappeler, hein, c'est un sculpteur grec, d'après lui, du VIe siècle avant Jésus-Christ. Oui. Hein, Miron, l'auteur du discobole, et c'est lui qui aurait donc sculpté cette statue. Bon, alors, il dit, si c'est pas Miron, c'est au moins un de ses descendants. Alors voilà, ça c'était pour l'inscription selon monsieur de Peyrehorade. Comment dire, on a parlé tout à l'heure de cette fameuse légende médiévale, mais il y a aussi la mention donc de Lucien de Samosate. Voilà, parmi les explications que donne Prosper Mérimée concernant les sources d'inspiration de cette Vénus d'Ille, eh bien, il nous dit, voilà, j'ai trouvé des choses chez Lucien de Samosate. D'ailleurs, c'est sans surprise, puisqu'il y a un extrait du Philopseudes qui est cité en épigraphe. Et il se trouve que Lucien de Samosate, 2e siècle après Jésus-Christ, il écrit en grec, bien qu'il soit d'origine syrienne, c'est l'auteur de Dédéa Syria, c'est-à-dire de la déesse syrienne, qui est en fait Vénus, pour ce qui concerne la Phénicie. Le Philopseudes, c'est donc l'homme qui aimait les mensonges dans la traduction française, et il y a donc la statue d'un général qui se venge du vol d'une offrande et qui, en contrepartie, eh bien, va rosser les gens qui veulent lui voler les offrandes qui sont faites à sa statue. C'est exactement ce qui arrive dans la Vénus d'Ille, puisque la statue se venge, ou semble se venger, on n'a aucune preuve, bien sûr, c'est une œuvre fantastique par ailleurs, elle se venge du vol de l'anneau, puisque le fils Peyrehorade veut reprendre son anneau, alors qu'il lui a donné, en plus, avec ce fameux serment, toujours à toi. Et il se trouve, d'ailleurs, ça n'avait jamais été relevé par la critique, que ce fameux sculpteur Miron, eh bien justement, il se trouve dans l'œuvre de Lucien, intitulée Le Philopseudes. Alors, il y a des allusions, bien sûr, à Jobert de Passa, comme on l'a dit, hein, qui est l'archéologue, hydrologue, etc., et qui avait déjà fait un travail considérable d'inventaire des monuments en 1818, donc avant la nomination de Mérimée, puisque déjà l'État s'occupait quand même des monuments et demandait au préfet des inventaires. Jobert de Passa a donc accompagné Prosper Mérimée à Cérabonne. Il l'a accompagné ici à Ille. Ils sont descendus, ça c'est encore Sylvain Chevauché, on le savait, on le subodorait, mais Sylvain Chevauché a établi que ça ne pouvait être que là, à l'auberge Montoussé, qui se trouve sur l'actuelle rue nationale, qui était en fait à un moment donné de la route nationale. Et devant cette auberge, il y avait cette fameuse croix d'Ille. Donc Mérimée n'a pas pu l'ignorer. Il était devant la croix, il était à l'auberge Montoussé, il était juste à l'angle, parce que quand on sort de la rue du Comte, si on va à gauche, on se retrouve à l'auberge Montoussé. Et en fait, il est allé encore avec Jobert de Passa, enfin Jobert de Passa a accompagné Mérimée à Elne. Il a accompagné Mérimée à Elne, donc, et notamment à la cathédrale, Elne ayant été la capitale du Roussillon, ne l'oublions pas. Donc là, dans ces différentes régions, surtout à Cérabonne et à Elne, Mérimée va minutieusement examiner tous les monuments, comme il le faisait toujours. Par ailleurs, ce Jobert de Passa a reçu Mérimée à Perpignan, puisqu'il avait aussi une maison à Perpignan. Et Sylvain Chevauché, alors là c'est vraiment un scoop, c'est lui qui a trouvé, en examinant les cadastres et puis les actes notariés, que Jobert de Passa n'avait pas reçu Mérimée dans la vieille intendance, par exemple, où, je ne sais pas si vous voyez le quartier de la Révolution française, avec cette fameuse place Jobert de Passa, où il y a justement la maison de François de Fossat, qui est une autre sommité perpignanaise, le musicien François de Fossat, qui est tout à fait contemporain de Jobert de Passa. Et donc Mérimée a été reçu rue Michel Torrent, et ça c'est Sylvain Chevauché. Et c'est normal, puisque tu es Mérimée, donc tu savais mieux que tout le monde. Hein. Donc Jobert de Passa, c'est vraiment aussi quelqu'un de très savant, de très érudit,
Et il ne peut avoir inspiré que pour les bons aspects Monsieur de Peyrehorade, évidemment, puisque Monsieur de Peyrehorade, c'est un personnage extrêmement composite qui réunit non seulement Jobert de Passat pour les côtés sympathiques, mais puis de Gary qui s'est attaqué à Mérimée et à Jobert de Passat, et puis aussi éventuellement Wittenbach de Trèves. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la croix d'Ille que nous avons vue tout à l'heure, place d'El Ram, puisque cette croix a été déplacée, elle n'est plus ici, quasiment dans l'axe de la maison du comte, il y a des inscriptions. Alors, on lit P. Torada ou Torado, et ça, c'est D.M.J. Henry, dans le Guide du Roussillon en 1842. D.M.J. Henry, c'est le bibliothécaire de la ville de Perpignan, et je crois que c'est la page 200 dans l'édition, il a bien noté ces deux inscriptions. Alors, étant donné que la première syllabe est très peu lisible, on peut très bien lire au lieu de Torada ou Torado, puisque les deux formes existent, hein, ça a été bien noté, à la fois par Henri et par Grille de Bezelin, qui vient ici en 1836 et qui en a fait des dessins, qui se trouvent, je crois, au Mucem de Marseille. Ce Pere Torada, qui voudrait dire pierre brûlée, eh bien, on peut très bien le lire comme Pere Orada ou Orado, qui veut dire pierre trouée. Et c'est exactement en occitan la traduction de Peyrehorade, c'est-à-dire c'est Monsieur Pierre Troué. Il y a d'ailleurs à Perpignan une rue qui s'appelle Rue de la Pierre Trouée, mais en fait, il y a quand même une explication à la rue de la Pierre Trouée, c'est que c'est une canalisation. Pour faire passer l'eau de desserte des eaux usées, on a troué la pierre et c'était une ancienne canalisation. Ah, c'est la canalisation qui était trouée, pas la pierre? Ah si, on a troué la pierre quand même. On a troué la pierre pour faire passer la canalisation. D'accord, entendu. Alors, quant au Miro, qu'on a vu, Miro, donc en latin, c'est-à-dire le sculpteur, hein, dont tu parlais, que tu connais bien aussi, qui se dit donc en catalan Miron, c'est aussi le nom d'un comte et évêque catalan du Moyen-Âge, oui, qui a eu une grande importance dans la région. C'est une famille catalane et, qui est liée notamment à Elne, parce qu'il a fait un legs très important à la cathédrale d'Elne. Il y a donc dans la cathédrale d'Elne, dans un endroit qui n'est pas accessible au public normalement, peut-être que lui, il a le droit d'y aller, évidemment. Enfin bon, voilà. Donc j'ai pu voir cette plaque de marbre, ou cette table d'autel qui est fichée dans un mur non loin du chœur de la cathédrale. Et cette plaque de marbre, elle comporte l'inscription en rétrograde, c'est-à-dire écrite à l'envers, mais c'est-à-dire que les lettres sont écrites à l'envers, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir lire dans un miroir, et nous avons là le nom de Miro. Donc encore une allusion. Étant donné que, par exemple, au Moyen-Âge, il était d'usage lors des conciles ou bien lors des jugements, puisque le clergé avait un rôle judiciaire aussi, eh bien de graver son nom sur la tranche des tables d'autel. Et donc ici, justement, on a un exemple. Alors, elle est en rétrograde. C'est l'occasion pour moi de rappeler qu'il y a un thème récurrent, une figure récurrente, une métaphore de l'inversion ou de renversement dans la Vénus d'Ille. Tout est absolument renversé. Voilà pour le fameux Miron. Donc, puisqu'on en est à ce nom d'un évêque catalan, comte évêque catalan, il y a aussi, donc on en a parlé tout à l'heure, le sculpteur, mais dans la Vénus d'Ille, dans l'inscription qui est sur la statue de Vénus, ce mot de Miro est précédé du prénom Eutychès. Et Eutychès, hein, comme vous avez pu le lire dans toutes les éditions, c'est prospère. En grec, ça veut dire prospère. Donc en fait, à travers les inscriptions de la Vénus d'Ille, Mérimée se désigne comme le sculpteur de cette statue imaginaire et donc forcément comme l'auteur de cette nouvelle. Il y a d'ailleurs une discussion, si vous y avez prêté attention, sur les termes de fecit en latin ou consecravit, c'est-à-dire qu'a fait le sculpteur ou l'auteur de cette Vénus. Est-ce qu'il l'a faite ? Est-ce qu'il en est vraiment le facteur ou est-ce qu'il l'a tout simplement consacré? Et les archéologues tombent d'accord, ce qui est vrai d'ailleurs, que faire ou consacrer, c'est synonyme.
Donc pour Peyrehorade, ce Miron, auteur de la Vénus d'Ille, il est le descendant du sculpteur du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et il s'agit donc d'une parodie, parce que si vous avez bien regardé comment est décrite cette statue, la position de ses mains, le diadème, la position de ses jambes, etc., eh bien c'est tout simplement la Vénus de Médicis, la Vénus de Cléoménès, dont l'auteur est Cléoménès, fils d'Apollodore d'Athènes. Ou alors, à un autre moment donné, cette statue de Vénus, elle est comparée à la statue de Germanicus. Bon, on sait maintenant qu'il s'agit de Marcellus. Alors, cette statue est au Louvre, mais à l'époque, elle passe pour être la statue de Germanicus. Et il se trouve que ce Germanicus, eh bien, qui est comparé à la Vénus d'Ille, il est l'œuvre aussi, lui aussi, comme la Vénus de Médicis, d'un Cléoménès, mais cette fois-ci, Cléoménès, c'est marqué, vous verrez sur le socle, sur la tortue, fils de Cléoménès. Donc il y a bien cette question de lignage, de descendance. Comme le dit monsieur de Peyrehorade, si ce n'est Miron, c'est donc son fils, comme on dirait ou son frère, comme on dit chez La Fontaine. Et là, c'est la même chose. Il dit, si ce n'est pas Cléoménès, eh bien, c'est le fils de Cléoménès. Pourquoi l'épigraphie? Parce que c'est quand même ça, un des thèmes centraux de la Vénus d'Ille, c'est-à-dire l'épigraphie. Pourquoi cette épigraphie est-elle tellement importante? Et ça, c'est Joseph-Sébastien Pons qui, 100 ans après la Vénus d'Ille, l'apparition de la Vénus d'Ille, donc en 1937, a rédigé un texte qui s'appelle « Le secret de la Vénus d'Ille », où il donne aussi les ficelles, selon lui, pour expliquer la Vénus d'Ille. Eh bien, il y a un certain Pierre Puigdegarry, dont on a parlé tout à l'heure, qui, bon, alors lui, on a dit, c'est un érudit, il est auteur d'une grammaire catalane, il a également écrit des notices sur la ville d'Elne, très intéressantes, qui paraissent en 1836, donc toujours dans cette période entre 34 et 37, mais il critique Mérimée dans Le Publicateur, un journal local à l'époque, et notamment l'interprétation que donne Mérimée des inscriptions qui se trouvent non pas à Ille, mais à Elne, dans le cloître d'Elne, et ces inscriptions concernent le gisant d'un évêque anonyme. Donc, en fait, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à Puigdegarry et ses contemporains, on pensait que... alors, il y avait eu tout un débat entre Puigdegarry et Jaubert de Passat, sachant que Mérimée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quelqu'un d'extrêmement modeste, qui venait dans les régions, non pas pour imposer son savoir, bien qu'il eût pu, s'il avait voulu, mais il venait surtout écouter, les érudits locaux, il venait s'informer. Il n'avait pas du tout une attitude en surplomb. Et comment dire, donc Puigdegarry et Jaubert de Passat n'étaient pas d'accord sur le sens des inscriptions, mais ça tenait à un vocatif ou à un datif, en bon, quelque chose qui n'était pas très important, du moins pour l'explication de cette inscription. Et c'est seulement plus tard, et ça on le voit, c'est acté dans le corpus des inscriptions des Pyrénées-Orientales publié en 1986 par le CNRS, mais il y avait eu des travaux de savants avant. Il s'agit en fait de la signature du sculpteur Raymond de Via ou de Biagna, qui est bien connu dans la région puisqu'il a œuvré en différents endroits. Donc en réalité, l'œuvre de fiction, c'est-à-dire en l'occurrence la Vénus d'Ille, elle sert à donner la bonne réponse, à savoir que l'inscription qui se trouve sur le gisant de l'évêque anonyme d'Elne, eh bien, c'est le nom du sculpteur et non pas une injonction, comme on le croyait, qui était « rendez mes frères » ou « rendez à vos frères ce que vous leur devez ». Donc, ce qui est quand même très amusant, enfin, moi je trouve, c'est que c'est par l'intermédiaire de la fiction que Mérimée donne la bonne réponse. Alors, d'autant qu'on l'a dit tout à l'heure, Mérimée déclare dans sa correspondance qu'il n'a trouvé aucune statue de Vénus dans les Pyrénées-Orientales, du moins sous son nom, précise-t-il. J'ai cité tout à l'heure quelques exemples de Vénus qui ont pu inspirer la Vénus d'Ille.
qui est bien une création de Mérimée, qu'il a faite spécialement pour I. On a dit la Vénus de la Vénus de Médicis qui se trouve à Florence, qui a la marque du bracelet, exactement comme la Vénus qui est ici. Il y a la Vénus d'Arles aussi, découverte au XVIIe siècle, à laquelle on a rajouté une balle, comme si elle jouait à la paume. C'est encore une scène de la Vénus d'Ille. Et puis il y a la Vénus de Cnide, dont parle justement Lucien. On tourne toujours autour de ce même auteur, avec cette partition entre une Vénus pudique ou une Vénus sensuelle. C'est bien le débat d'ailleurs orchestré par Monsieur de Peyrehorade. Il y a la Vénus de Vienne dans l'Isère que Mérimée a vue avant d'arriver ici. Et puis enfin quelque chose de plus proche et qui semble avoir vraiment été une source d'inspiration, c'est la Vénus de Cuxac. Je dis bien Cuxac parce que c'est pas du catalan, qui est découverte en 1835 et qui est mise aussitôt au musée de Narbonne, dont Paul Tournal est le fondateur. C'est même aussi le fondateur d'ailleurs des études préhistoriques en tant que discipline. Et cette Vénus de Cuxac, qui est tout de suite mise dans le musée de Narbonne, c'est acté dans le catalogue, et dans des revues archéologiques de 1835. Elle a été découverte dans une urne funéraire, elle est noire, elle est en bronze, elle est dans la même position que la Vénus d'Ille et donc de la Vénus de Médicis. Et, comment dire, elle a été découverte dans une urne funéraire, disais-je. Donc, si on se souvient de la Vénus d'Ille, eh bien, elle a été découverte au pied d'un olivier. Et la réaction immédiate, Monsieur Coy, c'est de dire « Des morts, notre maître !» Il faut appeler le curé. Elle passe tout de suite pour une morte. On a bien découvert une morte, un cadavre sous cet olivier. Et il se trouve que cette Vénus de Cuxac a été découverte en 1835, donc vraiment dans le laps de temps entre la tournée et la rédaction de la nouvelle, et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à cette Vénus d'Ille. Alors il y a quand même une petite différence entre la Vénus d'Ille qui a une spécificité et qui est à mettre en relation avec les allusions dont parle Mérimée à Éloi Joannet. C'est-à-dire que la main de la Vénus qui se trouve à hauteur de sa poitrine, eh bien d'habitude elle est tournée vers la statue, mais les doigts, en général, bon, comment dire, dans la Vénus d'Ille, la différence, c'est que les deux doigts majeurs et index sont complètement déployés alors que les autres sont repliés. Et ça, c'est la position de la main bénissante, c'est-à-dire... Le Christ Pantocrator. Voilà, le Christ Pantocrator, vous avez un exemple de cette statuaire à Saint-Jean-le-Vieux. Il vous faut rentrer dans le restaurant Le Relais Saint-Jean, là, et vous verrez qu'il y a ce Christ qui indique donc le destin, finalement. Ah, tiens, ouais. Tiens. Ah oui. Ah ben là, tu m'apprends quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit autre chose. Je vais creuser, hein, si tu permets. Alors, merci infiniment. Alors voilà, parce que moi, dans un premier temps, j'en étais restée à cette main bénissante, sauf que normalement, la main bénissante, elle est tournée vers le public, ce qui est tout à fait normal. Ici, dans le cas de la Vénus d'Ille, elle est tournée vers elle. Néanmoins, alors tu as cité le Christ Pantocrator, il y a aussi le gisant du cloître d'Elne qui, entre les deux cornes de la mitre, eh bien, possède cette main bénissante. Il y a aussi la main bénissante qui se trouve au-dessus de la statue de Guillaume Gosselm à Arles-sur-Tech, où Mérimée se rend également. Ce Guillaume Gosselm dont la statue surmonte la Sainte Tombe. Bref, on a différents exemples. Tu t'en souviens pas? Je ne l'ai pas vu. Ah d'accord. T'as manqué la bénédiction. Faudrait que tu y retournes, c'est pas grave. Bien, alors, donc il s'agit bien, comment dire, de la Vénus d'Ille. C'est bien la Vénus d'Ille que Mérimée a fabriquée, a inventée, a découverte spécialement pour Ille. Alors il y a d'ailleurs Michel Larousse qui est un grand érudit, il est de Prades, mais il est professeur des universités à Paris, et j'ai la chance de bien le connaître, et qui me dit que incontestablement pour lui qui est neutre, eh bien c'est un hommage de Mérimée à la ville d'Ille, bien sûr.
Et elle est inspirée, cette Vénus D, notamment par le Canigou, la montagne la plus belle du monde, est-il dit dans la Vénus D. Quelqu'un l'a lu tout à l'heure. Voilà. Et à un moment donné, si on superpose la description de la Vénus à celle de la montagne, on s'apercevra qu'en fait, tous les attributs de Vénus, eh bien, sont transférés sur cette fameuse montagne. Alors maintenant, pour terminer sur la question des renversements ou des inversions, n'oublions pas que la Vénus D, d'ailleurs, elle tombe immédiatement, elle est renversée immédiatement, et on a vu qu'il y avait toutes sortes d'inversions. En réalité, il faut lire la Vénus D à l'envers. Eh bien, on a d'abord le titre Vénus D. Pourquoi la Vénus D? Eh bien, parce que par renversement, c'est l'île de... Je ne parle pas des autres mésopotamiennes, phéniciennes, Astarté, etc. Mais déjà sous sa forme grecque, c'est Aphrodite. Et c'est une déesse marine que l'on va trouver souvent près d'un port, comme phare même. Elle a son siège notamment à Chypre et à Cythère. Donc c'est vraiment une Vénus, c'est vraiment une divinité insulaire. Et alors, pourquoi insister autant sur I? Eh bien, tout simplement parce que Jobert de Passa, notamment, mais d'autres érudits locaux, avaient fait des recherches sur le temple de Vénus, qui était peut-être à Port-Vendre, Portus Veneris, qui comportait effectivement, ça monsieur l'archiviste pourrait nous le dire, une île dans les siècles passés. Alors, je voudrais préciser pour terminer peut-être, que le jeu de paume qui est, donc alors là peut-être que la topographie est un tout petit peu modifiée dans la Vénus D par rapport à la réalité. Le jeu de paume qui est donc près du jardin de la maison du comte, jardin qui existe toujours, avait été donné par monsieur de Peyrehorade à la commune d'Ille. C'est écrit dans la Vénus D. Or, monsieur Julien Selva m'a montré les actes qui montrent que ce jardin, justement, a été cédé ou acheté plutôt. Hein, il a été vendu à la commune. Donc, en fait, la réalité rejoint la fiction, et c'est comme si Mérimée avait presque deviné, enfin, il n'a pas fait exprès, mais en tout cas, il a presque deviné. Alors, incontestablement, la Vénus D, c'est un hommage à Ille. Bien que, comment dire, l'histoire, l'intrigue s'inspire de légendes qui sont universelles. Hein. Mais pour ce qui est du décor, tout est absolument exact. Et monsieur Harousse de Prades a étudié même les routes qu'il a empruntées pour aller à Cérabonne et pour en revenir, bien sûr, avec des équidés, avec des mulets, etc. Tout a été étudié, donc on connaît parfaitement les parcours qui ont été empruntés par Mérimée et par Jobert de Passa. Il a rendu donc hommage à Ille et puis aussi à Cérabonne, parce que si Cérabonne est aujourd'hui sauvée, c'est bien grâce à Mérimée, c'est bien grâce au service des monuments historiques, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, très souvent, les locaux, quels qu'ils soient, hein, du nord au sud, ont tendance à ne pas s'apercevoir comment dire, des trésors qu'ils détiennent, des trésors ne serait-ce que sur le plan esthétique. Il a rendu hommage aussi, bien sûr, au Roussillon, et n'oublions pas qu'à 2 reprises seulement dans les 17 volumes de correspondance, il dit qu'il aimerait mourir quelque part, c'est dans le Roussillon, à défaut en Italie. Bravo, merci beaucoup. C'est pour moi que ça revient, Jacques, merci. Voilà, alors on remercie Clarisse pour cette remarquable conférence très très érudite. Et alors ça me permet de donner 2 ou 3 références, puisque Clarisse et moi avons publié un article dans la revue HP dont j'ai parlé au début, qui est paru donc en 2020, hein, si c'est bien ça, il me semble en 2020, sur donc eh bien justement les lieux mériméens en Roussillon,
Donc où il est question de ces quelques détails qu'on a trouvés sur cette maison aussi, parce qu'éventuellement sur la façon dont il en parle dans la nouvelle, et puis dont on a découvert que la famille qui possédait l'auberge Montoussé où Mérimée est passée, dont on a trouvé un inventaire donc qui permet de reconstituer l'intérieur de cette auberge à l'époque du passage de Mérimée, que cette famille avait des liens avec la famille qui possédait à l'époque cette maison, hein, qui était liée par différentes choses. Vous verrez plus de détails dans l'article. Donc je vous incite à le lire. On va certainement le mettre en ligne sur le site de la SASL pour qu'il puisse être plus accessible. Voilà. Donc en passant, j'en profite pour dire que cette maison, évidemment très importante dans l'histoire d'Y au fil des siècles, puisqu'on la trouve déjà mentionnée au XIVe siècle. C'est une maison très importante aussi au XVIIe, avec toute l'époque de la guerre dels Segadors du XVIIe siècle. Et donc c'est une maison où la SASL a l'intention de continuer à faire des événements, peut-être davantage de conférences, puisqu'elle est en cours de restauration, en cours de valorisation par Monsieur Selva, qui est en train de la sauver. Voilà. Et donc la SASL vraiment est très très heureuse d'avoir pu faire cet événement ici, et j'espère qu'on aura d'autres occasions de travailler avec ce partenaire privilégié de la SASL. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y avait sous une inscription au bas de tout à l'heure elle a dit Cave Amantem. Et alors ça, si vous savez, je vais vous fredonner. Et si je t'aime, prends garde à toi. Tu pourrais pas chanter Montagne Régalade par hasard? Alors, attendez, un extrait de la Vénus d'Ille. Un extrait de la Vénus d'Ille. Montañes regaladas son las del Canigú, coronades de plata y vestides de flors. Doneu l'amour mignona, doneu la vostre amour. Merci Jacques. Merci Jacques. Alors tout ça, c'était absolument improvisé. Mais c'est aussi parce que tu as démontré là que la Vénus d'Ille, pour ce qui concerne les aspects bien matériels, bien tangibles, c'est l'exacte vérité, puisqu'il y a le personnage dans la Vénus d'Ille qui chante Montagne Régalade. D'accord. Merci Jacques.